Ici, la littérature vit. Ici, la littérature vibre. Ici, les auteurs s'expriment. Ici, les livres se subliment. Ici, c'est Au fil des pages, votre magazine favori sur RTI 1. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous recevons une jeune autrice à la plume prolifique, puisqu'elle en est déjà à son 4e ouvrage en 5 ans. Comme par hasard, Obsession tome 1 et tome 2 et Séductrice à tout prix sont les œuvres de son esprit déjà sur le marché. Aurélie Ewuleaka, bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je l'ai dit, vous êtes jeune, vous avez 25 ans. C'est ça. Et déjà 4 livres à votre actif. Effectivement. L'œuvre qui a retenu notre attention ce soir, c'est Séductrice à tout prix, dont nous allons parler dans quelques instants. Vous êtes étudiante. C'est bien cela. Je suis étudiante en statistique. Alors, j'ai fait, après le baccalauréat, j'ai fait un bachelor en mathématiques et un master en statistique. Et là, je débute des études pour faire un doctorat en stratégie. Un doctorat en stratégie. C'est ça. Alors, c'est très scientifique tout ça. Hein. Effectivement. Et en général, les scientifiques ne sont pas très littéraires et vice-versa. Vous alliez plutôt bien les deux disciplines. Oui, bon, on a tendance à dire que les bons scientifiques sont d'abord de bons littéraires. D'accord. Et pour moi, la littérature, c'est d'abord une passion. J'aime lire. Je ne suis pas littéraire tout simplement parce que je n'aime pas être positionnée dans un canevas, écrire par exemple un texte sur tel sujet, mais j'aime avoir l'esprit libre. Donc c'est un peu pour cela. Et ça se sent bien dans l'œuvre dont il est question aujourd'hui parce qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés, des sous-thèmes également, beaucoup de rebondissements dans cette histoire. Enfin, on en parlera dans quelques instants. Pour leur première pause de l'émission, c'est la première rubrique qui s'intitule tout simplement Le JT littéraire. Et Renaud Cobia était à un événement dont il nous fait le compte-rendu tout de suite. Derrière les grands écrivains que nous voyons pour la plupart se cache celui qu'on appelle le lecteur-correcteur ou même le relecteur-correcteur. Quel est son travail dans la production d'un ouvrage? L'écrivain produit l'ouvrage et lui, il est chargé de gommer toutes les aspérités du travail. Donc il est chargé de corriger le travail produit par l'écrivain. Le travail peut se faire à plusieurs niveaux. Il peut avoir un ouvrage qui est bien écrit et relativement bien corrigé. Dans ce cas, le lecteur-correcteur ou le relecteur-correcteur se chargera simplement de traquer tout ce qui est faute qui a pu échapper à la vigilance de l'écrivain. Mais il peut arriver aussi que ce travail-là ne soit pas véritablement bien fait. Dans ce cas, on peut passer du niveau de la correction à un autre niveau qui est celui de la réécriture. Il s'agira maintenant pour le lecteur-correcteur de réécrire dans un langage vraiment approprié les idées qui ont été proposées par l'auteur. Donc c'est un métier qui est délicat, qui malheureusement n'est pas très bien connu en Côte d'Ivoire. Quand tu remets ton travail à un ami pour qu'il en fasse la correction, il n'a pas une obligation de résultat à proprement parler. Donc il se chargera simplement de traquer quelques petites fautes et puis il te dira que le travail a été corrigé. Alors que dans le fond, quand un tel ouvrage est publié, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fautes, même pour le profane. Quand dans un livre, par exemple, on écrit « Monsieur le Président de la République », si le personnage s'adresse directement au président de la République, par courtoisie, le mot « président » prendra un grand P. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on évoque simplement un président de la République, à partir de ce moment-là, le président ne prend pas la lettre majuscule en initiale. Et ça, malheureusement, quand on prend nos livres, pour la plupart du temps, on a l'impression que quand on dit président de la République, si on n'a pas mis le P majuscule, c'est comme si on n'avait pas respecté le président. Non. La seule fois qu'on pourrait écrire président avec une lettre majuscule, c'est quand le président n'est pas suivi
de la République. À partir de ce moment-là, si le président renvoie un chef d'État et que ce n'est pas suivi de la République, même quand on ne s'adresse pas à sa personne, on met la majuscule pour qu'on sache qu'il ne s'agit pas ici de n'importe quel président, mais d'un président de la République. Autrement, la majuscule n'est pas, je dirais même pas, c'est pas obligatoire, ce n'est pas conseillé. Bon, autant de petites situations de dérapage qu'on retrouve dans les livres et qui devraient être soignées pour que, aux yeux du spécialiste de la correction, le livre puisse paraître quand même assez potable. Merci à Renaud et puis n'hésitez pas à nous solliciter pour la couverture de tous vos événements littéraires, sorties d'ouvrages, conférences de presse, cafés littéraires, en tout cas, c'est avec grand plaisir que nous serons en votre compagnie afin d'en faire profiter ici nos téléspectateurs. Aurélie Eoulé Aka, je l'ai dit, est notre invitée du jour. Elle signe Séductrice à tout prix, dont nous allons parler aujourd'hui. C'est une histoire qui démarre par une grossesse mal acceptée d'une toute jeune fille. C'est cela. Une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est malheureusement ou heureusement tombée enceinte et ses parents ont refusé la grossesse. Ils lui ont demandé de quitter la maison parce que pour eux, leur honneur avait été sali. Voilà. Elle n'avait pas 12 ans, elle n'avait pas 15 ans, elle avait 20 ans, mais ils ont quand même demandé à ce qu'elle quitte la maison. Et le père de l'enfant n'est pas présent non plus? Non. En fait, elle a dit à ses parents qu'elle lui a signalé la grossesse, mais elle ne l'avait pas fait. Elle ne l'avait pas fait, elle avait décidé d'assumer sa grossesse toute seule. Donc, ses parents ont dit, dans ce cas, tu assumeras vraiment la grossesse toute seule. Et c'est un thème qui est très intéressant parce que ce sont des histoires qu'on rencontre au quotidien. Donc, de jeunes filles qui se retrouvent abandonnées à leur sort. Alors, en l'occurrence ici, Tiana, puisque c'est d'elle dont il s'agit, n'a pas informé donc le père de l'enfant, mais dans bien des situations, elle se retrouve seule, même après avoir annoncé la grossesse, le père abandonne, et également les parents qui désistent, en fait, tout simplement. Donc c'est un thème dont on parle dans cette œuvre-là, mais finalement, dans son malheur, on va dire qu'elle rencontre un rayon de soleil, elle rencontre sa chance, sa bonne étoile. C'est cela. Le jour où elle devait accoucher son bébé, elle a fait la rencontre de Dylan Loès, qui était un jeune veuf d'à peu près 35 ans, qui, comme par hasard, passait devant son lieu d'habitat, son habitat, et elle gisait sur le sol. Donc, il a décidé de la récupérer et de l'emmener à l'hôpital. Et il a pris tout en charge, tout ce qui concernait l'accouchement, les soins de la mère, parce qu'il avait été dans le même cas. Il avait vécu la situation avec sa sœur. C'est ça. Sa sœur avait perdu la vie en donnant naissance à son enfant aussi, après avoir été abandonnée par ses parents. Donc, il a vu en cette jeune femme-là sa sœur, donc il ne pouvait pas la laisser comme ça. Donc, il décide de la garder avec lui et le petit également qui naîtra donc, suite à cette grossesse. Tout se passe plutôt bien. Il est bienveillant et pas du tout ambigu. Donc, il n'a pas de sentiment amoureux pour elle. Il ne veut pas se mettre en couple avec. Il la considère plutôt comme sa petite sœur. Exactement. Et s'occupe donc de sa sœur d'adoption et de son neveu d'adoption. Et il a même décidé d'adopter l'enfant. Alors, l'enfant a porté son nom. L'enfant s'appelle Josh Emmanuel Loès. Et c'était tout simplement sa sœur. Même lorsqu'on lui demandait, tu es sûr que tu n'as pas d'autres intentions vis-à-vis de la jeune femme, il dit non. Tiana, c'est ma sœur. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là et être très belle, mais forcément, je l'ai dit à l'entame de cette émission, il y a énormément de rebondissements dans cette œuvre. Donc, malheureusement, le bienfaiteur est victime d'un accident de la route et perd la vie. C'est cela. Juste 4 ans après, c'est-à-dire Tiana avait réussi à reprendre ses études, le monsieur finançait pour cela, et il prenait également soin de l'enfant. Mais un jour, il est parti chercher l'enfant à l'école, et en rentrant, ils ont eu l'accident de voiture. Et c'est dans cet accident-là qu'il a pratiquement perdu la vie, parce que le temps de l'emmener à l'hôpital, qu'il ait tous les premiers soins, il n'a pas pu survivre à l'accident. Exactement. Donc encore nouveau coup dur pour la jeune Tiana qui finalement continue son existence avec son fils et à l'occasion du mariage d'une de ses amies, Aurore, voilà, rencontre l'auteur de l'accident qui a coûté la vie à Josh Emmanuel. À Dylan. C'est ça, c'est cela.
Alors elle se rend, comme vous l'avez dit, au mariage de son ami et elle voit le marié. Et elle se dit, je connais ce monsieur, je l'ai déjà rencontré quelque part. Et en faisant des recherches, elle se rend compte que le monsieur était présent lors de l'accident. Et elle avait rencontré à l'hôpital. Donc elle a demandé et on lui a dit que c'était le propriétaire du véhicule entré en collision avec celui de Dylan. C'est cela. Donc pour la jeune femme, c'est encore trop difficile, encore trop dur pour elle de voir qu'elle a ce responsable en face d'elle et elle est incapable de pouvoir faire justice à son ami. Donc elle commence à ourdir sa vengeance. Elle entre dans le monde professionnel, en tout cas elle est active et se retrouve dans la même société que cet homme. Voilà. Elle collabore avec celui-ci dans une compagnie agroalimentaire de la ville et il décide de la prendre comme sa partenaire directe, c'est-à-dire qu'elle occupait un autre poste, mais il était tellement fanatique d'elle, si je puis dire, qu'il lui a demandé de travailler en étroite collaboration avec lui. Et c'est de là qu'est partie la vengeance en vérité. La vengeance, donc elle prévoit donc de se venger, de nourrir non pas une relation amoureuse avec ce monsieur, mais une relation plutôt ambiguë. D'autant plus ambiguë qu'il est l'époux de son amie, Aurore. C'est cela. C'est cela. Elle faisait usage de toutes les techniques de séduction dont elle disposait pour en vérité prendre ce monsieur pour elle et en fait le laisser. C'est-à-dire son objectif était de détruire lui sa vie de famille parce qu'elle assumait que c'était ce qu'il avait fait dans son cas. Voilà. Donc elle s'en foutait presque de son amitié avec Aurore car son seul objectif c'était de faire justice et à Dylan et à son fils parce que pour elle il avait également perdu son père. Exactement. Alors, il y a également ce contraste-là entre les vies des deux jeunes femmes. Tiana, qui est active, indépendante, et Aurore, qui est une femme qui dépend complètement de son homme. C'est cela. Aurore, à ses débuts, elle travaillait. Mais lorsqu'elle a fait la rencontre de Serge Daniel Keita, qui est un homme très jaloux et très possessif, il lui a demandé d'arrêter toute forme d'activité. Donc, elle est devenue une mère au foyer. Ce qui n'est pas le cas de Tiana, qui a toujours refusé d'être une mère au foyer, qui a toujours voulu être active, au point d'être la vice-présidente de la compagnie dans laquelle elle travaillait. Donc c'est un peu un contraste qu'on a voulu dépeindre dans le livre. Et à un certain moment, Aurore était tellement devenue dépendante de son mari qu'elle a fait face à des violences conjugales. C'est également un sous-thème de l'œuvre, donc violence conjugale, mais également viol conjugal, dont on parle de plus en plus, mais à mon avis pas suffisamment parce que cette notion-là n'est pas intégrée par tout le monde. Voilà, elle n'est pas totalement vulgarisée parce qu'on estime que lorsque deux personnes sont mariées, l'homme ou la femme n'a pas le droit de refuser d'avoir des relations. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Lorsque l'un des partenaires n'est pas consentant, c'est ce qui s'appelle un viol conjugal. Donc j'aborde également le sujet dans le livre. Très bien. On revient dans quelques instants pour continuer à parler de l'œuvre. Juste le temps de rejoindre notre personnalité qui a décidé de se dévoiler littéralement parlant ce soir. On regarde. Bonjour, je suis M. Koulibaly Sié Suleiman et je vais vous parler d'une œuvre que j'ai lue dans les années 2000, étant sur la fac. Il s'agit de « Allah n'est pas obligé » de Feu Amadou Kourouma, écrivain ivoirien. Et cette œuvre nous dépeint la cruauté donc, de la guerre civile et de la vie difficile que mènent les enfants soldats. À la lecture de l'œuvre d'Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé, je me suis rendu compte que bien de conflits peuvent être évités en étant tolérants et en exprimant son point de vue, également en laissant l'autre s'exprimer. Franchement, cette œuvre, après sa lecture, m'a donné une nouvelle vision du monde, une vision de la cohabitation qui, pour moi, doit être pacifique et doit inviter à la tolérance et également à la discussion quand il y a des difficultés au niveau donc, des points de vue. Aujourd'hui, je pense que ça a joué beaucoup sur ma façon de m'adresser à mon prochain, ma façon aussi d'accepter le point de vue de l'autre. Je me dis qu'il vaut mieux échanger, partager les points de vue que d'en venir donc à la violence. À ceux qui ne lisent pas, à
ceux qui ne s'intéressent pas à la lecture, j'aimerais dire ceci. La lecture est une occasion pour nous d'enrichir notre connaissance. C'est une occasion pour nous d'aller à la rencontre de d'autres points de vue, de d'autres manières de comprendre le monde, de d'autres visions du monde. Et donc, plus nous lisons, mieux nous comprenons ceux que nous n'avons pas l'occasion de rencontrer. Donc la lecture ouvre l'esprit et agrandit notre vision du monde, enfin, agrandit notre champ de raisonnement et nous donne une vision du monde plus tolérante, une vision du monde qui nous permet de mieux accepter celui qui est en face de nous et qui ne partage pas forcément la même vision du monde, les mêmes points de vue que nous. Merci. On continue avec Aurélie Eoulé-Aka, notre auteur du jour. On parlait donc de cette histoire passionnante et avec énormément de rebondissements. Donc, on en était à la vengeance de Tiana, voilà, qui décide de séduire et d'abandonner ensuite l'auteur de l'accident qui a coûté la vie à son bienfaiteur, mais qui est également le mari d'une très bonne amie. Donc, mais à ce moment-là, ce cas de conscience ne se pose pas. Elle est obnubilée par sa vengeance, elle veut se venger. Donc, finalement, son amitié ou les états d'âme de son amie Aurore importent très peu. Très peu. Elle n'avait pratiquement pas de relation à la base. Elles étaient juste de bonnes copines d'école. Et lorsqu'elle a commencé à connaître un peu plus la jeune femme et à connaître ses problèmes dans son foyer, là, s'est posé la question de devrais-je continuer ma vengeance au péril du foyer de mon amie qui avait beaucoup de soucis déjà. Donc c'est à ce moment-là qu'elle s'est posé la question. Mais finalement, la vengeance a eu le dessus sur même ce sentiment-là. D'autant plus que M. Serge Daniel, vous l'avez dit, n'est pas exempt de tout reproche. C'est un personnage plutôt problématique, donc violent envers sa femme, irresponsable, puisqu'il y a un délit de fuite après l'accident qui coûte donc la vie à Dylan. Et finalement, bon, on ne va pas dérouler toute la trame de l'œuvre pour laisser à nos téléspectateurs encore de la sève et de la saveur. Finalement, Aurore se rend compte, on ne dira pas par quel concours de circonstances et comment, mais en tout cas, elle perce à jour les ambitions de son amie. C'est cela. La jeune femme continue sa vengeance, si je puis dire, jusqu'à ce qu'elle rencontre même quelqu'un avec qui elle décide de fonder sa famille, de terminer sa vie. Et lorsqu'elle discutait de ses projets avec ce monsieur-là, Aurore a malheureusement ou heureusement, cela dépend, a entendu la conversation. Et c'est là qu'effectivement, elle s'est rendue compte que son amie n'était pas son amie. Elle n'avait qu'un seul projet, qu'un seul but, qu'un seul objectif, celui de détruire sa vie de famille. Alors, finalement, je le dis encore une fois, on va laisser encore du jus pour les lecteurs. En tout cas, c'est une œuvre que je vous recommande. Séductrice à tout prix, très belle plume de Aurélie et des thèmes très actuels. On a évoqué quelques thèmes et quelques sous-thèmes, mais il y en a encore énormément que vous pourrez découvrir à travers l'œuvre, notamment la puissance du pardon, parce que l'histoire ne finit pas sur le pardon, mais en tout cas, il y a la notion de pardon et de croyance évoquée. C'est cela. Alors, le médecin qui est venu sur le lieu de l'accident était un prêtre. Donc, il a cherché à rentrer en contact avec Tiana. Et j'ai évoqué le sujet du pardon et de la croyance parce que ce prêtre-là passait son temps à lui dire « ce n'est pas nécessaire, tu peux avancer sans, ce n'est pas nécessaire, tu peux avancer sans ». Là encore, elle met les deux situations face à face. Donc, elle oppose sa foi à sa religion, peut-être son désir de passer de l'autre côté à la vengeance. Et pour elle, comme on dit, il n'y a pas match. L'histoire finit également de façon très, je dirais, inattendue. La fin est une petite fin parce qu'en tout cas, elle fait appel à un tome 2. Est-ce qu'il y aura un tome 2 ? Il y aura un tome 2. Voilà, parce que l'histoire, on garde un goût d'inachevé. Donc, on imagine qu'il y a encore des choses qui vont se dérouler dans la suite de l'œuvre. En tout cas, Séductrice à tout prix, c'est l'œuvre dont nous avons parlé aujourd'hui. Et Aurélie Eoulé-Aka, on rappelle qu'elle a 25 ans, mais déjà un esprit très fertile, parce que 4 ouvrages, je n'ai pas lu les 3 autres, mais en tout cas celui-là, il est super bien écrit et il n'est pas, je veux dire, il n'est pas linéaire. Ce n'est pas une œuvre monotone, on a des rebondissements, on a chaque fois des choses qui
auxquelles on ne s'attend pas forcément. Avant la dernière partie de l'émission, je vous invite à suivre encore une fois Renaud Kobia, qui lui est présent dans les rues d'Abidjan pour Question pour un livre. Alors, le principe, il est tout simple. Une question vous est posée. Si vous avez la bonne réponse, vous remportez une œuvre littéraire. Salut Eva, nous sommes quelque part dans un quartier du district d'Abidjan et ici, avec toutes les personnes que nous allons rencontrer, nous allons chercher à savoir qui a écrit l'œuvre de Vie en vie. Est-ce Martin Luther King, Flaubert Gustave ou Bakayoko Ayuba? Eh bien, suivez-nous, vous aurez la réponse à cette question. C'est le numéro 2. Numéro 2. Flaubert Gustave. Je crois bien que c'est Bakayoko Ayuba. J'ai vu ça, c'est un panneau. Bakayoko Ayuba. Martin Luther King. Ah bon? Bakayoko Ayuba. Je pense que c'est Flaubert Gustave. En réalité, je n'ai pas lu, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Martin Luther King. Merci à Renaud et merci également à tous ces férus de littérature qui se prêtent bien gentiment au jeu de la rubrique. Alors, dernière partie avant de se séparer de notre autrice Aurélie Eoulé Aka. Pardon, je le disais, l'œuvre, vous l'avez... non, on n'a pas évoqué. Vous avez écrit cette œuvre en une année environ? En une année parce que je suis étudiante et en même temps je travaille. D'accord. Donc je n'avais pas la possibilité d'écrire sur 3 mois, 6 mois. Mais j'avais toujours un petit cahier avec des petites notes pour y mettre mes idées. Et donc c'est sur 1 an que j'ai pu... Alors comment vous vient l'idée d'écrire des livres? De ma première passion qui est la lecture. D'accord. J'aime la lecture. Depuis toute petite, ma mère nous a forcé, mes sœurs et moi, à lire beaucoup. Donc on avait 1 heure de lecture obligatoire en famille. Donc c'est de là que c'est parti. Et je vais dire, j'aimais lire, mais l'auteur ou l'autrice qui m'a le plus plu, ce fut Feu Regina Yaou. Qui reste une inspiration pour énormément de jeunes autrices que je reçois sur ce plateau. Effectivement. Avec des œuvres telles que Ewi Onka, La Révolte d'Afiba et toutes ces œuvres-là qui ont nourri finalement notre imaginaire d'adolescence. C'est cela. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous en tant qu'auteur? Quand vous écrivez un livre, quand vous finissez de l'écrire, qu'est-ce que le lecteur doit retenir? Alors, la première raison pour laquelle j'écris, c'est d'abord pour transmettre mes propres idées, permettre à l'auteur de voyager au lecteur de voyager et de peut-être découvrir d'autres univers. Parce qu'une jeune femme qui n'a jamais été face à une situation, par exemple, de précarité, peut se rendre compte qu'il est difficile de vivre après. Dans le cas de celle qui vit dans la précarité, elle peut se rendre compte qu'il est possible pour elle d'en sortir. La deuxième raison pour laquelle j'écris, en vérité, c'est pour l'amour du vocabulaire. Et de la langue. La langue, voilà. J'aimerais bien qu'à la fin du livre, le lecteur ait reçu plusieurs mots qu'il utilise même dans ses propres rédactions. C'est pour cela que lors de la correction, lors de la mise en forme même du livre, on s'est arrangé pour y ajouter plusieurs nouveaux mots dans le livre. Donc, ce sont ces 2 aspects-là. Très bien. Merci Aurélie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Je rappelle que cette œuvre est disponible donc chez tous vos libraires. N'hésitez pas à vous la procurer. Je vous garantis que vous allez passer un excellent moment, comme celui que vous venez de passer, qui malheureusement est arrivé à son terme. Merci à tous pour votre fidèle et vénérable attention. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Jacques Brou et Larios Cobon. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même antenne. D'ici là, lisez.